Chapitre 2. Action en justice. Remarquons qu'il n'est pas si fréquent que les codes donnent des définitions, surtout lorsqu'il s'agit de notions qui sont essentiellement théoriques. Il est donc assez remarquable que le code de procédure civile définisse précisément l'action en justice. Et c'est d'autant plus remarquable que la définition que l'on trouve dans le code de procédure civile à l'article 30, précisément, consacre les conceptions d'un auteur, Henri Motulski, dont on sait l'influence sur le code de procédure civile, conceptions qui étaient à l'époque loin de faire l'unanimité et qui sont encore aujourd'hui éminemment contestées. Le texte a considéré donc l'article 30. Ce texte énonce « L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. » Commençons par identifier cette notion. Section première, la notion de l'action en justice. On expliquera d'abord l'autonomie du concept d'action-justice avant d'essayer d'examiner sa nature, ses caractères distinctifs. Paragraphe 1er, autonomie de l'action en justice. On a déjà dit que l'action en justice ne doit pas être confondue avec le libre accès aux tribunaux, ainsi que le fait classiquement une partie de la doctrine. Le libre accès aux tribunaux est une liberté publique qui appartient par définition de manière indifférenciée à chacun d'entre nous. L'action en justice, dans la définition qu'en donne l'article 30 du Code de procédure civile, a un contenu plus concret et des bénéficiaires en nombre limité, car elle n'existe qu'en relation avec une prétention donnée. Pour autant, elle ne se confond pas avec le droit substantiel qui est déduit en justice, et elle ne se confond pas davantage avec la demande et la défense, qui en sont l'exercice, la traduction procédurale. Distinguons d'abord l'action et le droit substantiel. Grand A. On dit souvent, c'est un passage obligé dans les manuels de la procédure civile, que d'expliquer que la doctrine du XIXe siècle, principalement l'école de l'exégèse, aurait confondu l'action et le droit substantiel dont la sanction est demandée en justice. Et l'on cite, à l'appui de cette thèse, la citation suivante de De Maulombe, le prince de l'exégèse. L'action, enfin, c'est le droit lui-même en mouvement. C'est le droit à l'état d'action au lieu d'être à l'état de repos. Le droit à l'état de guerre au lieu d'être à l'état de paix. Cette confusion de l'action en justice et du droit litigieux, le droit substantiel que l'on demande au juge de consacrer, le droit à réparation, le droit de propriété qui est discuté devant le juge. Eh bien, cette confusion est inadmissible et aujourd'hui d'ailleurs récusée par tous les auteurs. Ce qui a pu faire illusion, c'est que le contentieux privé est principalement, presque essentiellement, un contentieux subjectif. Autrement dit, un contentieux dans lequel on demande au juge la reconnaissance d'un droit subjectif. De sorte qu'une liaison est naturellement établie entre ce droit substantiel litigieux et l'action qui fonde la demande en justice. Par exemple, il est tentant de voir dans une action en responsabilité civile une simple expression du droit à réparation de la victime. Pourtant, le contentieux répressif, le contentieux administratif de l'excès de pouvoir, montre que l'action peut exister indépendamment de tout droit substantiel. Et même en matière civile, il existe un contentieux objectif, c'est-à-dire un contentieux qui ne tend pas à la reconnaissance d'un droit subjectif, un contentieux dans lequel l'action ne présuppose pas un tel droit. Par exemple, l'action en nullité d'un acte juridique pour atteinte à l'ordre public, pour atteinte aux bonnes mœurs, peut être exercée par tout un chacun, du moins par toute personne intéressée. Il s'agit d'une nullité absolue. C'est dire qu'elle ne vient pas sanctionner un droit subjectif particulier.
De même, l'action à fin d'ouverture d'une tutelle ne peut en rien être regardée comme la sanction d'un droit subjectif qu'il s'agirait de déduire en justice. Au demeurant, dans le contentieux subjectif lui-même, le droit substantiel dont on demande la sanction au juge n'est pas la condition de l'existence de l'action en justice, c'est une condition du succès de la demande en justice, ce qui est tout autre chose. Prenons l'exemple d'un contentieux de la propriété. Deux voisins se disputent la propriété d'une bande de terre qui est à la lisière de leur propriété. L'un des voisins exerce contre l'autre une action en revendication. Le défendeur va opposer à cette demande en revendication, d'une part, le défaut de qualité ou d'intérêt du revendiquant. Par exemple, il estime que la personne qui est visée dans le titre de propriété avancé produit par son adversaire, n'est pas celui-ci. Il invoque donc, d'une part, ce défaut d'intérêt de qualité, et d'autre part, il oppose à la demande qui lui est faite son propre droit de propriété. Le juge, dans ces circonstances, va devoir d'abord apprécier la question de recevabilité de la demande, c'est-à-dire qu'il va devoir vérifier l'existence du droit d'agir du revendiquant. Or, à ce stade, au stade de la recevabilité de la demande, il se bornera à apprécier l'aptitude du demandeur à agir en revendication. Il se bornera à rechercher si l'action en revendication n'est pas réservée à autrui. Il n'aura pas, à ce stade, à trancher le fond du litige. Sa position prise sur la question de la recevabilité ne préjugera en rien la décision qu'il aura à rendre sur le fond du litige. Cette appréciation du bien fondé fera l'objet d'une seconde réflexion de sa part, qui aboutira, s'il a admis la recevabilité de demande qui lui est présentée, qui aboutira à une décision qui affirmera alors le bien fondé ou le mal fondé de la demande en revendication. Si finalement la demande en revendication est déclarée mal fondée, si le juge estime que la propriété appartient au défendeur, il aura alors admis l'existence du droit d'action du revendiquant, puisqu'il a déclaré sa demande recevable, mais il aura dans le même temps dénié au revendiquant le droit substantiel qu'il prétendait voir consacré en justice. On sera, autrement dit, en présence d'une action qui aura été exercée sans le droit substantiel correspondant. C'est la démonstration qu'en aucune manière, l'action ne doit être confondue avec le droit substantiel déduit en justice. Action et demande, maintenant. Grand B. Il est au fond une tendance assez tenace qui consiste à confondre l'action en justice avec la demande. Dans le système qu'a consacré le Code de procédure civile nouveau, cette confusion doit pourtant être évitée, car tout le système du Code repose en réalité sur cette distinction. Il suffit de lire les articles 30 et suivants qui traitent de l'action, les articles 53 et suivants qui traitent des demandes pour s'en convaincre. L'action est une prérogative, c'est-à-dire un droit subjectif, qui permet de soumettre au juge une prétention, afin qu'il la dise bien ou mal fondée. La demande, de son côté, n'est que la mise en œuvre procédurale, l'exercice même de cette prérogative. La demande est l'exercice de l'action en justice. Et il en résulte, d'une part, que le droit d'agir en justice existe indépendamment de la demande, et d'autre part, qu'une demande peut être formée, même si cela ne peut être qu'anormalement, par une personne dépourvue du droit d'agir. Il est clair tout d'abord que le droit d'action existe indépendamment de la demande. De même qu'un droit substantiel n'a pas besoin d'être exercé pour exister, on peut bien être propriétaire sans exercer son droit de propriété, de même, une action n'a pas besoin d'être exercée pour exister. On peut ne pas agir en justice et être titulaire du droit d'action correspondant. Certes, l'action ne se concrétise que dans la demande
en justice et dans la défense, vue du côté de l'adversaire. Tant qu'elle n'est pas exercée, l'action en justice n'est qu'une prérogative juridique abstraite. Mais logiquement, l'action préexiste à la demande. Une fois encore, l'action n'est pas un acte, elle est une prérogative qui permet à son titulaire d'agir au sens courant du terme. Par exemple, le seul fait d'être victime d'un dommage causé par une faute ouvre à la victime une action en réparation sur le fondement de l'article 1382 contre l'auteur de la faute, celui qui a causé le dommage. Cette situation existe avant même toute demande en justice. Autrement dit, concomitamment à la naissance du droit substantiel à réparation. Prend naissance un droit processuel correspondant, le droit qui consiste précisément dans l'action en justice et qui va autoriser la victime à demander réparation de son préjudice en justice. Mais dans les faits, un temps plus ou moins long va toujours s'écouler entre la date de naissance de l'action, du droit d'agir en justice, et la date de son exercice. Ne serait-ce d'ailleurs que pour éprouver les possibilités d'un règlement amiable, d'un règlement négocié. Pendant tout ce temps, l'action aura préexisté à la demande. Et l'inverse est vrai aussi. Il est possible qu'une action puisse survivre à la demande. Il suffit pour cela d'imaginer que l'acte introductif d'instance, une assignation par exemple, qui va formaliser la demande, soit annulé pour une cause quelconque, qui peut être un vice de fond, un vice de forme, sans que l'action ne soit prescrite. Ce qui, on le verra, sera normalement toujours le cas dans le système actuel de la prescription extinctive. Ou bien encore, on peut se trouver dans l'hypothèse d'un désistement d'instance, qui, à la différence du désistement d'action, laisse subsister le droit d'action. Dans toutes ces hypothèses, eh bien, on sera en présence d'un droit d'action qui aura survécu à la demande en justice. La confusion de l'action et de la demande en justice est encore prise en défaut par ce fait qu'une demande peut être formée par une personne dépourvue du droit d'agir, par une personne qui n'est pas titulaire du droit d'action. Pour le comprendre, il faut revenir à la distinction de la recevabilité et du bien fondé des demandes. On sait que l'irrecevabilité, que sanctionne une fin de non-recevoir, est le sort de toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Supposons qu'une personne dépourvue de tout droit d'action, par exemple c'est un enfant qui demande le divorce de ses parents, c'est un créancier qui par la voie oblique veut exercer une prérogative purement personnelle à son débiteur, eh bien imaginons qu'une telle personne forme pour autant une demande en justice en prétendant exercer ce droit d'action qui ne lui appartient pas, ce droit d'action qui lui fait défaut. En la forme comme au fond, la demande présentée au juge peut être parfaitement régulière. En tant qu'acte de procédure, elle se présente sous les traits, sous les caractères qui sont exigés pour sa validité. Et bien pour autant, le juge n'aura pas à examiner le fond de la prétention qu'elle véhicule, parce que cette demande est irrecevable, faute du droit d'action correspondant. Nous sommes en présence d'une demande qui existe bel et bien en tant qu'acte procédural, mais qui n'est pas sous-tendue par une action correspondante et qui ne sera par conséquent pas jugée au fond. Il y a en ce cas demande sans droit d'action. C'est dire qu'en aucune manière on ne doit confondre la demande et l'action en justice. Mais naturellement, et le dernier exemple donné le montre suffisamment, l'autonomie de l'action et de la demande n'est pas absolue, puisque la demande est la mise en œuvre, l'exercice de l'action en justice, il est bien évident qu'elle est dans sa dépendance. Si l'action n'existe pas, la demande ne peut en principe être accueillie, ni même examinée au fond. C'est dire que la recevabilité de la demande se confond avec l'existence de l'action.
l'irrecevabilité de la demande se confond avec l'absence du droit d'action.